17. 17. Si lo botaste en la mesa, no vale nada. Hasta el último que va a llevar, Ok. se lo lleva todo. Notre cahier des charges, c'était de trouver quelque chose qui était un peu isolé, en moyenne altitude, entre 5 et 6 000. Une paroi assez raide, dans l'idéal sur laquelle on pouvait ouvrir, au pire en artif, mais essayer de libérer. On découvre sur le topo que visiblement la face nord du Puskanturpa Est est vierge, donc on s'oriente là-dessus. On regarde un peu plus sur internet et on voit qu'il y a des Hollandais en 2012 mais qui ont fait l'arête, ils n'ont pas été directs dans la face. Ils disent que le caillou est très délité, ils parlent de la face nord en disant que la face est déversante, donc eux ils ne sont pas sentis d'y aller. Parce que c'était déversant avec des gros orgues basaltiques trop impressionnants et ils pensaient que c'était pas possible en escalade libre. Et en fait, c'était pas évident mais ça l'a fait. Déjà, la ville de Huaraz est à 3000 mètres d'altitude. Du coup, quand tu arrives, juste être à Huaraz et jouer au foot, ça t'acclimate, en gros. Après, on a été faire un coup de bloc une fois pour grimper un peu, voilà, à l'air 3005, voir ce que ça faisait. Ça change pas grand-chose par rapport à chez nous, donc on s'est dit qu'on n'était pas trop mal acclimaté. Et après, on a été faire une première voie de mixte libre-artif. Donc c'était plutôt hisser des sacs, dormir 2 nuits sur une vire avec, fallait hisser de l'eau. 5 litres d'eau par jour, par personne. Pour 3 jours d'ascension, ça fait des sacs énormes. C'était du travail plutôt musculaire et puis plutôt artif, bricolage on va dire. Mais c'était super intéressant parce que après s'être reposé quelques jours à la ville, à Huaraz, on est retourné là faire vraiment un big wall en libre. Donc là on a fait le choix au Sphinx d'aller s'acclimater dans une voie qui était techniquement très difficile. On va grimper dur en acclimatation et on sait qu'on va trouver à peu près la même chose sur le Puskanturpa. Donc ce qui s'est joué, c'est qu'au final, quand on a enchaîné tout en libre la voie Cruz del Sur, on a eu de super bonnes sensations. On a vu qu'on pouvait quand même forcer, qu'on était à l'aise à cette altitude et donc on était en pleine confiance pour le Puskanturpa. Et ça, c'est quand même un gros plus pour la réussite. Super mec, c'était bien, trop bien. Le but, c'était qu'on arrive à faire une voie directe dans cette face nord du Puskanturpa Est, depuis carrément une directissime, quoi, un fil à plomb, du sommet jusqu'au pied, c'est ce qu'on voulait faire. Après, ça a l'air d'être un peu plus dur pour monter ces fissures un peu là. Et après, la cerise sur le gâteau, l'idée c'était de la libérer, de la grimper en escalade libre, avec les mains, sans tirer au piton comme en artif. Les longueurs les plus faciles, on a réussi à les faire directement en libre. C'est sûr que c'est une bonne tenue ça? Voilà, celle de 5C, 6A en grimpant, même si on a un peu des freins partout qu'il faut nettoyer. On s'en sort, et les longueurs plus dures, on les ouvrait en escalade artificielle, avec tous les moyens qu'on pouvait. C'est du bricolage, hein. Je mets un piton, un freehand, je me pends dessus, je vais essayer d'en mettre un le plus haut possible, et puis d'avancer, et puis je mets 1h30 pour faire 30 mètres, et puis voilà. Et ensuite, la deuxième équipe, elle préparait un peu la longueur pour le libre. C'est-à-dire qu'elle allait enlever les prises trop instables, elle allait nettoyer un peu. Faut pas bourriner, sinon t'arraches une orgue basaltique qui fait 15 mètres de haut. C'est pas très cool. Il faut placer tes protections, il faut faire attention, toute une logistique. Faut pas regarder juste la cotation et se dire ah, le groupe il fait 7B à 5000. Tu vois, ça va plus loin que ça. Attention, pas le meilleur caillou du monde. Hein. Si quelqu'un arrive et qu'il n'y a pas d'expérience, et puis il peut pas faire la voie, il peut pas sortir la voie. C'est sûr que non. C'est l'essence du groupe, dans le sens où le groupe il a été créé en 1976. Et il n'y a personne qui était là en 1976 et qui est encore grimpeur à l'heure actuelle. Donc le GMHM, lui, cette entité-là est toujours présente et évolue. Le niveau du GMHM évolue en permanence. Mais c'est grâce à chaque fois au travail des anciens. On part sur environ une dizaine de mètres, après on arrive sur ce fameux gros bloc là qui est coincé, qui est un peu dangereux. Et de là, je pense qu'il faut essayer de penduler pour aller choper les lignes de fissures qui sont environ 10 mètres à droite. De prendre toute cette expérience, notamment de Dimitri sur ce type d'expé en big wall sur rocher, c'est vraiment important. Déjà au niveau stratégie,
On en discutait, moi je donnais un peu mon avis. Je pouvais donner éventuellement les différentes possibilités, si on statait, combien, si on dormait en paroi, oui, non, l'intérêt, le rapport entre l'énergie qu'on y met et s'il faut mieux faire des allers-retours. Voilà. Et c'était vraiment sous forme conviviale et d'échange. Après, c'est sûr qu'il pousse toujours le niveau militaire vers le haut, et même civil. Et donc forcément, ça joue sur le bas, je pense. Ouais. Cette expérience-là, elle se diffuse tout doucement à nos spécialistes du GMHM, mais aussi à l'armée de terre et pourquoi pas par la suite au-delà. Ouais, le feeling, c'est vachement important, le ressenti, les émotions. Surtout quand tu ouvres, quand tu crées quelque chose en fait. Et là, il était important, en tout cas dans cette expédition, le feeling, parce qu'une fois qu'on était dans le mur, et qu'on levait la tête et qu'on ne savait pas s'il fallait passer à droite ou à gauche, c'est au ressenti et on se dit, je le sens plus par là et on avance. Et au final, on arrive à faire toute la ligne. Vraiment, la ligne, il peut y avoir 2 possibilités ou plusieurs possibilités. Et là, on va choisir suivant notre aisance, suivant l'instant du moment, comment on se trouve. Tiens, là, je me sens partir en libre. Donc je vais plutôt prendre la ligne, telle ligne plutôt que telle autre. Tiens, là-bas je peux mettre un point, alors que donc là ça va être un peu exposé pendant mettons 10 mètres. Hop, après je peux peut-être éventuellement, d'après ce que je vois, mettre un bon point. Même celui qui est devant, s'il pinaille et qu'il a moins d'expérience, et que le mec en bas, ça fait 20 ans qu'il fait ça, celui qui est en bas il voit pas ce qui se passe, donc il dit moi je peux rien faire, hein, c'est lui qui sait mieux. Et donc celui qui est devant, il fait au mieux, comme il sent. On se trompe de moins en moins et sur des choix dans l'inconnu, cet instinct-là, on le développe en fait. Nous, l'engagement, il était plus à se dire est-ce que le rocher va être assez solide pour grimper? Est-ce qu'il va pas tout s'effondrer? Je l'assure et il fait quelques pas en artif sur Frienne et il va planter un gros piton noir, dur. Et il plante son piton et tout d'un coup ça fait pouf. Ça a vraiment claqué. On s'est regardé avec Cyril qui m'assurait et là il y a vraiment une peur qui arrive parce que ça a claqué, ça n'a pas fissuré, donc on ne sait pas d'où c'est venu. Le fait est que ça a tremblé autour de nous et il y a eu un gros bruit sourd. Les orgues font entre 10 et 30 mètres d'un seul coup. Elles font plus d'1 mètre de diamètre, donc on imagine le poids que peut faire de tel orgue. Et si on regarde dans le pierrier en bas, il y a des morceaux d'orgue qui font 5-10 mètres de long posés dans le pierrier, donc on sait que ça tombe. Pour ma part, moi j'ai calmé un peu de jeu, j'attends que mon émotion de peur redescende un petit peu pour être un peu plus rationnel et pour pas être trop dirigé par ma peur. Je regarde un peu mon environnement, savoir s'il y a d'autres dangers, si ça a fissuré quelque part ou pas. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de continuer. J'ai utilisé un peu plus des pitons en acier mou et des coinceurs qui me permettaient de me sentir un peu plus en sécurité. Le but, c'est qu'on s'exprime chacun dans le terrain qui nous va le mieux, au service du collectif. Une petite gueule de sommet quand même. C'est exactement ce qu'on a fait là pour l'ouverture au Pouscan Tourpa. Moi, je trouvais ça génial que chacun, en fonction de comment il se sentait, il allait donner le meilleur de lui-même pour faire une longueur dure en artif ou pour faire une longueur très dure en libre. Quand on est en train de grimper, du coup, on pousse plus loin parce qu'on se dit déjà après je vais m'appuyer sur les autres, mais surtout les autres comptent sur moi parce que ce que j'aurais fait, c'est ce qu'il n'y aura plus à faire après. Donc chacun donne le maximum à tour de rôle. Après c'est ça un peu aussi le point fort du groupe, quoi. C'est qu'il y en a toujours un plus motivé que les autres et forcément les autres y vont. Puis voyant sa motivation, nous ça va nous donner de l'élan et puis une vivacité qu'on n'aurait peut-être pas eu. Et ça c'est un gros point fort du groupe, quoi. Je pense que si la même voie de 400 mètres on était tout seul, on ne donnerait pas autant d'énergie sur chaque longueur et au final le travail serait certainement un peu moins bien fait.
moi qui me collais la longueur, la deuxième longueur qu'on a côté 7B, qui était finalement assez bloc, avec un début assez facile. Et puis après, il y avait vraiment des verres avec des petites prises. Et au début, quand j'ai essayé, je me suis dit, mais en fait, ça passe pas, donc c'est impossible à faire en libre. Il y avait que des petites prises qui bougeaient un peu toutes, avec presque pas de pied. Je me suis dit, ben voilà, il y a 3 mètres dans la voie ou 5 mètres dans la voie qu'on va pas réussir à faire en libre. En fait, après, j'ai essayé, hop, on met des tickets, tu forces un grand coup bien fort, tu te lâches un peu parce que tu sais que le point il est moyen, et puis ça passe. Et puis là, tu arrives, tu clips le relais, même si c'est débile, mais juste ces 5 mètres, t'es passé de ah, on va pas réussir à faire l'intégralité de la voie en libre, en fait, voilà, bah, c'est fait. Maintenant, je sais que les autres longueurs, elles sont plus faciles. Voilà, en fait, on a réussi, quoi. Ça se joue à pas grand-chose, et il y a un peu de chance. Là, maintenant, avec le recul d'avoir réussi à ouvrir en plein milieu de la face une ligne sans pendule qui se fait entièrement en libre, ouais, c'est un coup de chance. Voilà, c'est quand même un coup de chance. Des fois, quand tout se passe bien comme ça paraît même presque trop facile. Tu te dis, bah, il faisait beau, on s'est super bien entendu, on a tout fait en libre. Mais c'était pas gagné d'avance, on l'a provoqué un peu cette chance. Et voilà, c'est l'ensemble, l'addition de tous ces petits plus, de cette bonne entente, cette voix qui nous motive vachement, qui a fait qu'on a réussi. Et puis c'est pour ça qu'on a donné ce nom à la voix aussi, le jeu des additions. La grande base du Pourche Cantorpa, c'est 4008, donc l'altitude du Mont Blanc. Et la voie, elle sort à 5450 mètres. Longueurs qui sont assez dures, qui font 7B en libre. Et la voie, dans sa globalité, donc elle fait 400 mètres. On a donné une cotation ED et 6B obligatoire, parce qu'il y a une longueur de traversée où il faut vraiment grimper 6B entre les points. Et faire ça en équipe, donc on était 4, Antoine, Cyril, Arnaud et moi, pour finaliser ce projet, et ça s'est très bien passé.